Au nord-est du pays s'étend une région verdoyante et plate, la Mazurie. À part ces milliers de lacs, on y rencontre peu d'obstacles. Beaucoup estiment que la région est la plus belle de Pologne. C'est l'une des plus champêtres en tout cas. Les trois quarts de la Pologne appartiennent à la grande plaine européenne qui s'étend du sud-ouest de la France jusqu'en Russie. On rencontre en Mazurie des animaux familiers qui regardent passer les trains. D'autres espèces, chaque année, viennent s'installer dans la région pour la belle saison, la cigogne. L'échassier migrateur est bien accueilli. Les habitants prévoient même des supports adéquats pour favoriser la construction du nid. Pour Barbara Dochoulowska, les cigognes font presque partie de la famille. Les cigognes arrivent très tôt au printemps, fin mars, début avril. Et c'est comme ça chaque année. Il n'y a pas une année où il n'y en a pas. D'abord, c'est le mâle qui arrive, il prépare le nid. Quelques jours après, c'est la femelle qui arrive. En Mazurie, la cigogne blanche fait partie du paysage. Au Moyen Âge, la région était couverte d'une immense forêt. Elle abritait notamment le bison européen, un des plus grands mammifères terrestres du continent. Les bisons d'Europe sont les cousins des bisons américains. Ils ont failli disparaître à cause de la déforestation. Dans la forêt de Boreckie, les bisons ont trouvé un milieu qui leur est favorable. Christophe Zor est garde forestier. En Pologne, il y a au total à peu près 1000 bisons. Et dans la forêt de Boreckie, il y en a 300, dont 80 en liberté. Dans cet enclos, il y en a 3. Jusqu'à la Première Guerre mondiale, les bisons vivaient dans plusieurs régions de Pologne. Pendant cette guerre, il y a eu une forte baisse de la population de bisons. Et puis, elle s'est redéveloppée une fois la guerre terminée. Les nombreux lacs de Mazurie sont les vestiges de l'érosion glaciaire. En reculant, les glaciers qui couvraient la région ont creusé des dénivellations dans lesquelles l'eau s'est engouffrée. On a dénombré 4000 lacs. Certains sont reliés entre eux par des canaux. Le long du canal d'Elblag, pour franchir une importante différence de niveau, on a trouvé une solution originale. Comme dans un moulin, des roues hydrauliques fournissent l'énergie nécessaire pour tirer le bateau hors de l'eau et lui faire monter la pente. Le bateau repose sur une plateforme tractée sur rail. L'ingénieux système a été inventé au milieu du XIXe siècle. Sur une terre que se disputèrent longtemps la Prusse et la Pologne, se dresse le château de Malbork, une impressionnante forteresse construite en briques au XIIIe siècle. Le plus grand ouvrage médiéval de ce genre en Europe. L'ensemble se compose en réalité de 3 châteaux imbriqués les uns dans les autres. Malbork servit de quartier général aux célèbres chevaliers teutoniques quand ils quittèrent la Terre Sainte à la fin des croisades. Au XIVe siècle, les redoutables moines soldats régnaient sur une bonne partie du nord de la Pologne actuelle. Un siècle plus tard, il faudra l'intervention du royaume de Pologne pour enrayer la domination de la fameuse croix pâtée.
En direction de la côte, les arbres feuillus cèdent la place aux résineux, signe que la terre devient plus acide. Et puis soudain, le sable apparaît. Il recouvre presque complètement les arbres qu'il a fait mourir. Des dunes énormes, atteignant parfois 40 mètres de hauteur, se répandent dans le parc national de Slovénie. Sous l'action du vent, elles peuvent se déplacer d'une dizaine de mètres par an. Les mouvements des dunes ont été tellement importants qu'au XVIe siècle, le sable a envahi la ville voisine de Leba. Les habitants ont dû construire une nouvelle localité qui vit aujourd'hui autour d'un petit port de pêche. Sur la côte de la mer Baltique, Sopot est la capitale estivale de la Pologne. On vient en villégiature dans une cité animée par de nombreuses manifestations culturelles. Les bâtiments pompeux s'étaient assoupis depuis leur construction au début du XXe siècle. Ils ont été bien surpris par l'œuvre de l'architecte Zaleski, qui dessina la Maison tordue en 2003. Elle semble sortie en droite ligne, si l'on ose dire, d'un dessin animé de Walt Disney. Elle serait la maison la plus photographiée de Pologne. La cité balnéaire de Sopot est toute proche du grand port de Gdansk, l'un des plus actifs de la mer Baltique et en importance, le premier de Pologne. Le port de Gdansk existait déjà il y a 1000 ans. Grâce à lui, la ville a bénéficié d'appellations élogieuses à travers l'histoire. On l'a surnommée la porte d'or de la Pologne et même la perle de la Baltique. Au milieu du XIVe siècle, la ville de Gdansk était membre d'une association commerciale, la Hanse. Elle regroupait à l'origine des villes allemandes, puis elle s'étendit à l'Europe du Nord et enfin à toute l'Europe. La Ligue hanséatique valut aux villes qu'elle regroupait une exceptionnelle prospérité. De somptueuses portes d'entrée affichaient l'opulence de la cité. Les villes hanséatiques ont souvent adopté un même style architectural. L'influence de l'architecture flamande est bien visible sur les maisons à frontons, richement décorées. C'est la découverte de l'Amérique qui modifia les grandes routes commerciales et sonna le glas de la Hanse. La puissance et l'indépendance de la Ligue hanséatique ont fini par susciter beaucoup de jalousie, même de la part des États où elle avait des ports d'attache. La Hanse sera dissoute au XVIIe siècle et la ville de Gdansk en subira le contre-coup. L'ambre fut une monnaie d'échange dans les relations commerciales de Gdansk. Une monnaie très ancienne, puisque la route de l'ambre reliait la Baltique à la Méditerranée dès la plus haute antiquité. L'ambre est la résine fossilisée de conifères. Mystérieusement,
la mer Baltique la rejette sur les plages du littoral qu'on appelle aussi la côte de l'ambre. La résine provient d'une immense forêt de conifères qui a été recouverte par la mer. Associé à celui du verre et de l'argent, le travail de l'ambre est une tradition dans les villes de la Baltique. Lech Parinczek. On termine par un polissage qui donne la forme définitive à la pierre. L'étape suivante consiste à la mettre dans un cadre argenté ou doré et, selon la forme obtenue en polissant, on décide si on va en faire un pendentif, une bague ou un bracelet. Ici, ce sera un pendentif. Les Grecs de l'Antiquité ont découvert que l'ambre, frotté avec un tissu, se chargeait en électricité statique. Ils l'ont appelé électron, c'est-à-dire fait par le Soleil, le Soleil étant la plus forte source d'énergie. Les couleurs de l'ambre varient du jaune au brun. Il est plus ou moins translucide selon la quantité d'air emprisonné à l'intérieur.